Good morning once again. Le juge président, à nouveau, bonjour. Avant de poursuivre l'interrogatoire de ce témoin par le bureau du procureur, je souhaite inviter les parties à présenter des observations concernant l'écriture qui a été déposée et qui a été communiquée pendant la pendant la pause. Donc, nous souhaiterions avoir vos observations demain. Et je souhaite inviter également la section des victimes et des témoins à présenter ces observations demain matin afin que nous puissions nous statuer sur la requête présentée par le bureau du procureur. Je redonne la parole à M. Garcia afin qu'il puisse poursuivre son interrogatoire. Est-ce que cela vous convient, monsieur le témoin? Tout va bien? Est-ce que vous allez bien, monsieur le témoin? Oui, monsieur le président. Okay, thank you very much. Très bien, merci. Vous avez la parole, monsieur Garcia. Thank you, Your Honor, Mr. President. Merci, monsieur le président. Alors, monsieur le témoin, vous étiez où quand le marché d'Abobo a été bombardé durant la crise post-électorale? Monsieur le Président. Maître le titre. Merci, Monsieur le Président. Yes, you're right. Le président, oui, vous avez raison. J'ai compris ce que vous voulez dire. Nous ne sommes pas en train de parler de faits qui... vous parlez de faits qui sont contestés, donc je vous invite à reformuler votre question. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez entendu parler d'un bombardement du marché d'Abobo durant la crise post-électorale? No. Where were you? Le président, non. Où étiez-vous ce jour-là? Your Honor, I just... Monsieur Garcia, monsieur le président, j'ai de la difficulté à poser cette question au témoin, étant donné la déclaration faite par le témoin. Regardez le paragraphe 111. Il est question de la date précise. Je ne voudrais pas être suggestif quant à la date. Je souhaiterais que le témoin nous parle des événements. Et la dernière question, telle que je l'ai formulée, il s'agissait simplement de savoir s'il avait entendu parler de cet événement. Le témoin peut répondre par oui ou par non, après quoi il pourra nous dire s'il sait des choses là-dessus. Le juge président. Non, vous lui aviez demandé où étiez-vous lorsque cela s'est produit. Monsieur Garcia, non, la deuxième fois, je lui ai demandé s'il avait entendu parler de cela. Le président, interrompant. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez jamais entendu parler Monsieur Garcia, c'est pourquoi le président. Donc, est-ce que vous avez jamais entendu parler d'un bombardement à Abobo? During the crisis? Pendant la période de crise. Oui, monsieur le juge. Well, and can you tell us... Bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Que savez-vous au sujet de cet événement auquel vous venez de faire référence? Que s'est-il passé? Dites-nous tout ce que vous savez à ce sujet-là. Et dans la mesure du possible, donnez-nous une indication du moment où cela s'est produit. Le bombardement du marché d'Abobo, je n'étais pas de service séjour au camp commando, mais de service au nouveau camp d'Akwedo. Et c'est depuis là-bas, au nouveau camp, que j'ai entendu le bruit, c'est-à-dire le bruit des armes. Et c'était tellement lourd que au camp, on s'interrogeait, mes collègues et moi, est-ce que c'est un char? Est-ce que c'est quelle arme? Parce que personne ne voulait même ou ne pensait que un mortier, quelqu'un allait pouvoir utiliser un mortier en pleine ville. Donc, c'est à l'arrivée, je crois le surlendemain, quand la relève a été faite, les éléments qui étaient au camp commando,
But excuse me, why 2 days later? Pardon, mais pourquoi 2 jours plus tard? Let's talk about that. Parlons de ce jour-là. Ce jour-là, je dis que j'étais de service au nouveau camp. Et c'est depuis le nouveau camp que j'ai entendu le bruit de ces armes. But did you not inquire what it was? Le président, et vous n'avez pas cherché à savoir ce que c'était? Après quoi, je vais redonner la parole à monsieur le procureur. Bien sûr, monsieur le président. Bien sûr. Je me suis demandé ensemble avec certains collègues que ce bruit venait de quelle arme, puisqu'il y avait un peu d'armes sur le terrain dans la ville d'Abidjan. On se posait la question si c'était des chars ou bien... Mais personne n'osait penser à un canon de 120 au moins, à un mortier de 120, parce qu'au moins on s'est dit on est en ville. Yes, at what time? Oui. Et à quel moment, je vais redonner donc la parole au monsieur le procureur, à quel moment est-ce que cela s'est passé? Si j'ai encore une bonne mémoire, c'est après l'événement survenu au carrefour du Banco, où on parle de tuerie des femmes d'Abobo. Voilà, c'est après cet événement. Mr. Prosecutor? Monsieur le procureur, Monsieur le témoin, je veux simplement qu'on revienne sur ce que vous venez juste de nous dire. Le bruit que vous avez entendu, est-ce que vous aviez déjà entendu ce bruit-là auparavant? Oui. Oui. Et ça correspondait à le bruit de quel genre d'arme? Quelle arme? Il n'y avait que 2 armes seulement qui pouvaient émettre ce bruit. Le char et le 120. Alors vous dites le char. Quel char? Oui, les chars que notre armée avait en dotation en ce moment. Je ne suis pas cavalier pour vous dire avec exactitude quel genre de char, mais je sais que ce bruit, ça peut venir d'un char ou d'un mortier de 120. Parce que ça faisait trembler le sol. Savez-vous quel genre d'arme? De char? Je parle des chars que les militaires ont pour le combat, avec des gros et longs canons dessus. Ça pouvait être un tir de char ou bien un tir de mortier qui peut faire trembler le sol, donner un bruit vraiment, vraiment impressionnant. Je veux simplement vous ramener à votre déclaration, monsieur le témoin. ERN CIV OTP 0039 0143, et je fais référence au paragraphe 111 à la page 0177, simplement pour que ce soit clair. Et je vous cite, au milieu du paragraphe, « J'ai entendu des détonations de mortiers de 120 mm. J'ai pu reconnaître que c'était des mortiers de 120 mm, car ça donne un bruit bien assourdissant, et en plus, on sentait comme si le sol a bougé. » C'est bien ce que vous nous avez dit. Oui. Oui. Alors, est-ce que c'est correct? C'est exact? Oui. Alors, par la suite, quand vous avez entendu ce bruit de détonation, est-ce que vous vous êtes informé ou est-ce que vous avez essayé de vous informer à savoir d'où il provenait? Oui, j'ai bien demandé à certains collègues, parce que je me suis d'abord posé la question, comme je n'avais pas la réponse, je me demandé à certains collègues qui n'ont pas pu me dire avec exactitude
De quelle arme il s'agissait? The question was where it came. Le président, la question était d'où c'est venu. Non, ce jour, dans ma déposition là, ce jour-là, je me posais la question. Je ne savais pas d'où venait. C'est 2 jours après, quand les collègues ont été relevés, que j'ai su d'où ça venait et qu'est-ce que c'était. Un peu plus bas, j'ai même expliqué. Alors, on va y arriver, Monsieur le témoin. On va attendre quelques instants et je vous ramène encore au paragraphe 111 de votre déclaration, même IRN. À la fin de ce paragraphe, vous avez expliqué, avec ces détonations, on cherchait de savoir ce qui se passait. Donc, un collègue a appelé le camp commando et on a eu la confirmation, attendez, que les tirs venaient bien de là-bas. On disait que le commando invisible était rassemblé au niveau du marché et que c'est pourquoi on a lancé les obus de 120 mm là-bas. Je ne me rappelle plus si c'était 2 ou 3 qu'on en a lancé. C'est exact, cette information? Oui, je me rappelle maintenant. Si. Dans la quête de savoir qu'est-ce qui s'est passé, effectivement, un collègue a appelé l'un de nos collègues sur place là-bas, parce qu'on n'avait pas d'autres appareils que le téléphone portable. Et il a certainement donné la confirmation que les tirs sont partis du camp commando. Et il avait même mis, je sais que ça n'a pas été écrit, il avait même mis sur haut-parleur et il a demandé, mais c'est pourquoi l'arme était utilisée. La réponse qui lui avait été donnée par ses collègues, c'est que le fameux commando invisible avait fait surface là. Donc, il fallait, voilà, comme c'est une cible militaire, il fallait la détruire. Alors, vous avez parlé du surlendemain. Oui. Est-ce que c'est bien le surlendemain ou le lendemain? Sur le lendemain ou le lendemain, je n'ai plus une idée exacte, mais ce n'est pas le même jour, en tout cas, où il y a eu les tirs. Mais je pense l'avoir dit avec exactitude au bureau du procureur. Je ne sais plus, mais je ne sais plus si c'est sur le lendemain ou bien le lendemain. Monsieur le témoin, je vais vous rafraîchir la mémoire sur ce point-là. Simplement ce point, paragraphe 112, ERN à la page 0177. Vous avez commencé en disant le lendemain quand l'équipe qui avait tiré a été relevée. D'accord. Ça vous rafraîchit la mémoire? C'est le lendemain ou le surlendemain? Le lendemain. Please don't over. Le président, ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît. Ne parlez pas en même temps. Alors, monsieur le témoin, prenez votre temps, expliquez-nous en détail ce que vous avez constaté le lendemain. Qu'est-ce qui est arrivé? Voilà. Le lendemain, lorsque j'étais au camp, à Kouédo, au nouveau camp, quand la relève, les éléments qui étaient sur le terrain à la veille ont été relevés et sont arrivés au cantonnement. Les éléments ont été reçus, je dirais, en euros. Ils ont été reçus par d'autres collègues qui les applaudissaient. Ils ont même été reçus au foyer de l'unité par le commandant d'unité d'alors. Chacun a bénéficié d'une boisson rafraîchissante, alcoolisée ou non, selon le goût de chaque élément. Voilà. Après ça, j'ai eu un collègue qui a approché l'un des chefs d'éléments pour lui poser la question pourquoi il avait utilisé l'arme en pleine agglomération. Il y a eu des échanges, ça s'est suivi par une altercation. Et puis, à la dernière minute, le sergent qui a approché le chef d'élément pour se plaindre, il a dit, moi j'étais là, j'ai bien suivi, il a dit, mais tiens, venant de toi, Péchu,
toi un sous-officier péchu, bien formé, comment tu peux tirer avec une arme en campagne, et d'attirer en campagne, en pleine ville, sous prétexte qu'il y a ennemi. En plus, c'est sur un marché que tu as tiré. Mais je te dis déjà que c'est fait. Je ne sais pas par quel moyen cette crise va finir. Mais si jamais elle finissait que j'étais encore vivant, il dit, je vais économiser de mon petit salaire pour avoir mon billet d'avion et mon visa, venir jusqu'à La Haye pour porter plainte contre toi. Parce que tu me dis que tu as reçu l'ordre, c'est vrai, mais c'est sur un marché que tu as tiré. Et des deux, j'ai des parents qui étaient présents où l'obus est tombé, d'autres sont blessés. Pour ça, je ne te pardonnerai pas. Il y a eu des échauffourées, ils sont venus les séparer, ça a failli venir même à main. Ils sont venus les séparer. D'ici, je crois, non, la fin de la journée ou bien le lendemain, le sergent qui allait se plaindre auprès de son collègue a été amené vers son placard. Il a été désarmé, on lui a pris son AK, on l'a conduit au comtaire. Du comtaire, j'ai appris par la suite qu'il a été déposé à la brigade de recherche de la gendarmerie. Donc, avec ces deux faits, ça m'a donné confirmation qu'effectivement, il y a eu des pélos qui sont venus du camp commando sur le marché d'Abobo. Alors, monsieur le témoin, simplement, et je vais revenir sur cette question, le sergent en question, quel était son nom? Quel est son nom? Celui dont vous parlez? Je souhaiterais l'indulgence de la Cour, si elle veut bien, en huis clos ou bien... Yes, Le président, tout à fait, passons à huis clos partiel. please give us the names of Et je vous demanderai de nous donner les noms des deux personnes qui étaient en train de débattre. Sorti du bureau du commandant d'unité que voilà, le bruit a commencé avec entre les deux sous-officiers. Simplement, pour que ce soit clair au dossier, monsieur le témoin, le commandant d'unité qui les a reçus dans son bureau, c'était qui? Eh bien, c'était bien le colonel Dadi, Oui. jusque-là. please. Le président, ralentissez s'il vous plaît, respectez la pause entre les échanges, attendez que l'interprète ait terminé s'il vous plaît. Alors, si vous voulez répéter, quel était le nom du commandant qui les a reçus? C'était bien le colonel Dadi. Alors, vous dites qu'il les a reçus dans son bureau et par la suite, ils sont allés où? Eh bien, ils sont partis en chambre se changer pour bénéficier de leur repos parce qu'ils venaient d'un service. Vous dites qu'ils ont pris une boisson de leur choix. Ça s'est passé où? Je dis, quand ils sont arrivés du service dans les véhicules, à leur descente, avant d'aller dans... Normalement, quand tu descends, quand tu arrives du service, tu descends, tu vas réintégrer ton arme et puis tu vas en chambre pour bénéficier de ton repos après la mission. Donc, lorsqu'ils sont descendus des véhicules, après l'applaudissement, il y avait du bruit, il y en a qui les encourageaient, donc ils ne sont pas arrivés inaperçus, ça c'est sûr. Le commandant d'unité est sorti de son bureau et leur a demandé de passer chacun au foyer. Il a réglé la note, il a laissé les instructions et puis il a dit aux deux chefs d'éléments, après le pot, vous me trouvez au bureau. Ben, comme naturellement c'est un ordre,
les sous-officiers là, ils ont fait un peu rapidement, les éléments continuaient, et eux, ils sont allés rapidement au bureau du commandant d'unité. Quand il a fini de les recevoir, ils sont ressortis et ils sont allés en chambre, après avoir fini de réintégrer les armes. Alors, j'ai simplement quelques questions à vous poser concernant Pégard Régnier et Brice Camanan. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur ces personnes-là? Pégard Régnier, premièrement, qui était-il? Quelle était sa fonction? Régnier, ce jour-là, il était chef de peloton, du peloton 12-7. Et vous avez également parlé de Brice Camanan. Quelle était sa fonction à lui? Chef de peloton, mortier 120. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur leur expérience en matière de mortier? C'est deux sous-officiers que je respecte énormément parce qu'ils maîtrisent mieux et ils maîtrisent même très bien, je dirais, leur devoir et leurs armes. Alors, Monsieur le témoin, on va continuer. Les dernières questions. Suite à l'arrestation du président, M. Gbagbo, vous étiez où? Après l'arrestation du président Gbagbo, j'étais à Abidjan. Et vous habitiez dans quelle commune? À cette époque. Je l'avais déjà signifié auprès du bureau du procureur. C'est Banco Nord. C'est à Yopougon, si je comprends bien? Bon, Yopougon, sur la carte, à Tékoubé, hein, à Tékoubé. Mais on a couramment l'habitude d'appeler ça Yopougon. Et durant cette... après, évidemment, on se situe après l'arrestation de M. Gbagbo. Est-ce que vous avez vu des barrages dans votre quartier ou dans la commune? Dans mon quartier, non, non. Mais dans la commune, oui. Près de mon quartier même, oui. Carrefour Sab, il y en avait. Parce que là, je parle pour Carrefour Sab parce que je passais toujours là quand je devais aller à mon service. Et je passais toujours là quand je devais aller à la maison. Est-ce qu'il y avait des barrages ailleurs, à votre connaissance? Oui, oui. Où ça? Mais il y en avait, comment on appelle ça, en allant à la CDC, je crois que c'est le 16e arrondissement, non, de police, il y a une bonne mémoire. Il y en avait, je ne sais pas si c'est Sikoji ou bien Niagon magasin, je ne sais plus ce qui est sûr, je l'avais déjà dit au bureau du procureur. Je ne sais pas si c'est Sikoji magasin ou bien Niagon magasin, je ne sais plus comment on appelle ça, où il y a une station Lubafrique, je crois, en son temps. Il y en avait en allant au cimetière de la commune de Yopougon aussi. Et qui encadrait ces barrages à cette époque, de ce que vous avez vu?
qui encadrait. Je ne saurais vous le dire parce que c'était des jeunes gens qui étaient là, d'autres parlaient anglais, d'autres parlaient français. Je n'ai pas vu à ma connaissance quelqu'un que je connais qui encadrait. Vous, monsieur le témoin, est-ce que vous avez eu à passer par ces barrages? Et je vous parle de la même période de temps. Après l'arrestation du président Gbagbo, comme vous l'avez dit, mais oui, oui. Dans la commune de Yopougon, oui. Est-ce que vous avez eu à passer avec un collègue les barrages? Oui, je me rappelle bien. J'ai un collègue qui était avec moi. Quand les combats chauffaient, les aéronefs onusiens sont venus bombarder notre unité. C'était sauf qui peut. Hein. Et je me rappelle bien, il m'a suivi. On a quand même surmonté les obstacles jusqu'à chez moi. Et de chez moi, il m'a dit que ça faisait au moins 2 semaines qu'il n'a pas été chez lui et qu'il entendait comme ça que les gens pillaient les maisons vides ou bien qui ne sont pas habitées. Donc lui partait en plus prendre quelques vêtements pour venir, pour qu'on puisse attendre jusqu'à ce que ça aille et puis on sorte. Donc j'essaie de l'avoir accompagné, c'est le nom du coin, j'oublie, mais on est passé par le carrefour Libre-Afrique, comme je le disais tantôt. Et là, vraiment, pour arriver même jusqu'au carrefour Libre-Afrique, il y avait, parce qu'on ne pouvait pas prendre la voie directe, il y avait trop d'armes, n'importe qui tirait, donc on prenait les petites voies non bitumées. Mais où je peux dire que j'ai trouvé le plus costaud, qui m'a donné la fraîcheur, c'était au carrefour Libre-Afrique, parce que là, j'avoue que j'ai vu quelque chose qui m'a fait vraiment réfléchir beaucoup. Là, je ne sais pas c'était qui, mais dans le même coin, j'avais appris comme ça que c'était un vieux, mais je vous dis on le brûlait avec des pneus. Et demandé, c'est quand on a traversé. Et puis c'est avec nos cadres même professionnels, hein, on a pu traverser. Sinon, en ce moment, avec la carte nationale d'identité, attention, ou bien vous parlez l'anglais, ou bien vous vous arrangez à ne pas avoir un nom de provenance RHDP. Ou bien vous parlez l'anglais, ou bien vous évitez d'avoir ce nom. Dans le cas contraire, vous contournez. Sinon, c'est pas sûr que vous puissiez traverser. Et c'est là que j'ai trouvé cette personne en train d'être brûlée. Et quelque chose m'est revenu en esprit parce que bien avant, j'ai des collègues qui me disaient au cantonnement comme ça, quand ça va commencer, toi tu seras parmi les gens sur lesquels on va appliquer l'article 125. Donc, quand je suis arrivé là et puis j'ai vu cette personne en train d'être brûlée, c'est même bien mon jeune frère, là, le collègue là, qui a demandé à quelqu'un qu'il connaissait bien des passages et puis il a dit non, c'est l'article 125 qui a été utilisé. Je ne sais pas c'est quel genre de personne, mais seulement que la personne, lui qu'on avait demandé a dit que c'était un vieux. Et c'était courant. Voilà, dans ce coin. Simplement pour que ce soit clair au dossier, vous, ce que vous avez été témoin de cette personne qui s'est faite brûler. Attendez les 5 secondes. Bon, témoin, moi je suis venu trouver déjà la tête avec les membres d'en haut là, qui brûlaient. Hein. Je ne sais pas s'ils ont coupé une personne en deux pour envoyer, mais c'est que je suis venu trouver entre les pneus, avec la tête que j'avais vue avec les bras. Mais le reste, en tout cas, n'existait plus. Est-ce que vous avez su ou est-ce qu'on vous a rapporté de quelle ethnie il était, cette personne qui a été brûlée?
Je me rappelle plus bien. Je sais pas s'il était Djoula ou bien du centre, je sais plus bien. Mais je sais pas si je crois l'avoir dit au bureau du procureur, je crois. Alors, je vais simplement, pour vous rafraîchir la mémoire, vous ramener à votre déclaration 0039-0143 à la page 0184, et c'est le paragraphe 126. Et je vous cite, « À ce barrage-là, je n'ai pas pu reconnaître des collègues. Ils ont arrêté le monsieur car ils ont découvert que c'était un Dioula Dodiané. » Je me rappelle de ça très bien. Alors, est-ce que cette information est exacte? Oui, maître. Vous avez également affirmé que vous avez eu à traverser par des barrages avec votre collègue. Alors, je vous pose la question. Qui encadrait ces barrages à ce moment-là? Les personnes que vous avez vues qui géraient ou encadraient ces barrages? Monsieur le Président. Maître Petit? Oui. Oui. Une question. I have. Le président. Oui, j'avais bien noté que la question a déjà été posée. Même personne parlant anglais et français. Mais on pourrait peut-être être plus précis. C'est ce que je pense. On pourrait dire que des gens qui parlent français, des gens qui parlent anglais, c'est un peu vague. Pourriez-vous être plus précis? Plus précis, bon, ceux qui parlaient français avec leur accent, là, je savais qu'ils sont ivoiriens. Ça, c'est sûr. Je sais que c'est mes frères ivoiriens. Mais ceux qui parlaient anglais, ce jour-là, avec exactitude, je ne savais pas. Mais je sais qu'ils n'étaient pas ivoiriens. Ils devaient être des pays francophones, limitrophes peut-être. Puisque ça, c'est des informations, des rumeurs qui disaient que il y avait des recrutements de mercenaires libériens, sierra-léonais, on dit quoi, ou le nom du troisième pays, là, merde. Voilà. En tout cas, c'est un pays anglophone, voilà. Les rumeurs le disaient, les informations le disaient, mais comme je n'ai pas fait de contrôle, mais pour ceux qui parlaient français, je sais qu'ils étaient ivoiriens, c'était mes frères. Alors, Monsieur le témoin, je vais vous ramener à votre déclaration encore une fois pour cette réponse. 0039-0143, c'est le IRN. Et je fais mention du paragraphe, c'est un extrait qui provient du paragraphe 126 de votre déclaration, à la page 0184. Alors, vous avez dit, et je cite, à chaque checkpoint. Yes, Maître Zoukou. Oui, Maître Zoukou? Ndri Claver. Ndri, sorry. Désolé, Maître Ndri. Est-ce qu'il s'agit de rafraîchir la mémoire du témoin ou de confronter le témoin à sa déclaration antérieure? Juste cela. Yes, but this is. Oui. Mais c'est toujours le problème récurrent. On ne sait jamais quelle est la différence entre le rafraîchissement de la mémoire et la présentation du témoin, de la déclaration au témoin. Donc j'aimerais bien que ce soit clair, qu'on sache ce que l'on fait. Monsieur Garcia, oui, moi je le confronte avec sa déclaration. Je vais d'ailleurs donner lecture de son passage. 26, et je cite, à chaque checkpoint, il y avait des corps habillés qui encadraient.
Et juste la phrase d'avant, parmi les gens qui faisaient les checkpoints, il y avait des collègues corps habillés que je connaissais de vue qui faisaient semblant de ne nous reconnaître. Il y avait des policiers, gendarmes et militaires. Alors, monsieur le témoin, c'est une information qui est correcte, vous avez dit aux enquêteurs? Maître, je l'ai dit, mais c'est pourquoi je vous ai dit que je ne sais pas. Parce que même ceux qui nous reconnaissaient, qui faisaient semblant, portaient des tenues réglementaires des soldats, des policiers et des gendarmeries. Et donc, évidemment, pour moi, c'est des collègues. Après eux, il y avait des gens habillés en civil. C'est pourquoi, quand vous m'avez posé la question par rapport aux miliciens, je vous ai dit, je n'en connais pas, parce que pour moi, un milicien, il est quand même bien identifié dans une tenue, pour moi. Sinon, c'est vrai. Ça, c'est vrai, parce qu'ils étaient habillés en tenue réglementaire, comme vous êtes en tenue, comme ça. Donc, à vous voir dehors, je sais que vous êtes du tribunal. Voilà. Et justement, monsieur le témoin, quand vous dites qu'il y avait des collègues corps habillés que je connaissais de vue, c'était des collègues qui faisaient partie de quelle unité? Qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie? Je vous dis que je les reconnaissais, ou je dis reconnaître là, c'est par leur tenue vestimentaire ce jour. Voilà. Donc, ils étaient habillés en tenue militaire bien correcte, en tenue de gendarmerie bien correcte et en tenue de police bien correcte. Et c'est par là que je les identifiais. Bon, dire que c'est eux qui les encadraient, bon, honnêtement, je n'ai pas duré là parce que moi-même j'avais peur pour ma sécurité. Je n'ai pas pu durer là pour identifier qui encadrait. Voilà. Mais ils étaient dans les checkpoints. Alors, monsieur le témoin, simplement pour qu'on soit plus clair dans les dates, alors, ces barrages que vous avez vus, est-ce qu'ils étaient là après que votre camp, le camp nouveau, le nouveau Aquedo, avait été bombardé? Nous avons la date du 4 avril comme étant cette date, ou avant? Sans la date, je sais que c'était après le bombardement de mon unité. Ça, je suis sûr. C'était après. Combien de temps après? Est-ce qu'il s'agit d'heures, de jours? Combien de temps? Si vous êtes en mesure, prenez le temps. Je sais que ça remonte il y a assez longtemps, mais dites-nous approximativement pour nous aider. Parce que c'est en fin d'après-midi que le camp a été bombardé. Et la nuit, c'était sauf qu'il peut. Quand il a fait jour, chacun s'est organisé à son niveau pour aller chez lui. Et de là, il fallait marquer des haltes dans des coins publics ou bien des églises, voilà, pour ne pas être bien vu. Donc moi, je ne sais plus bien si j'ai passé, mon collègue et moi, on a passé au moins 3-4 jours, environ, avant d'arriver à la maison, chez moi. Environ 3 ou 4 jours, si je me rappelle bien. Donc, pour que ça soit clair au dossier, 3 ou 4 jours après le bombardement de votre camp. Il faut répondre oui ou non. Ah, d'accord. Oui. Monsieur le Président, je demande quelques instants, juste pour vérifier. Je crois que je vais en avoir fini avec l'interrogatoire en chef. Ouais. As no further. Monsieur Garcia, l'accusation n'a plus de questions à poser au témoin. Le président, merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Page 52, ligne 6 de la transcription en anglais d'aujourd'hui. Enfin, à partir de la ligne 5, vous dites, si vous aviez un nom qui sonnait RHDP ou autre, ce serait difficile de passer les barrages routiers. Alors, d'après vous, c'est quoi un nom RHDP, un nom à connotation RHDP? C'est quoi pour vous?
Pour moi, un nom à connotation RHDP, c'était un nom d'une ethnie venant des trois leaders, non, j'ai dit trois, des différents leaders qu'ils avaient à son temps, même jusqu'à présent ça existe, créé le rassemblement des Oufoutis, non, je crois. Pour être un peu chose, si tu avais un nom venant du nord, du centre, et puis quelques rares à l'est, même au sud aussi, mais seulement que, je ne sais pas comment vous expliquer, on avait plutôt tendance à voir les leaders, c'est-à-dire les membres influents de ce groupe-là, leur ethnie, on voyait en leur ethnie, tous ceux qui étaient dans cette ethnie-là supportaient forcément ces personnes. Tu peux avoir mon nom, supporter la LMP, qui était du président Gbagbo, mais quand tu arrives, ton nom ne te laisse pas la chance. Tu es cuit. Does the name... Le nom peut-il vous identifier? Peut-il donner votre appartenance ethnique? Oui, Monsieur le Président. Donc, si vous avez ce nom, on peut savoir d'où vous venez, c'est ça? On peut savoir quelle est votre appartenance ethnique, on peut savoir de quelle partie du pays vous venez. Enfin, ça dit tout. Oui, Monsieur le Président. Dans mon pays, avoir nom de famille seulement, on sait d'où vous venez. C'est-à-dire de quelle région, bien de quelle ethnie vous appartenez. Si, dans mon pays. Thank you very much.